Jean-François, merci beaucoup d'avoir pris, de nous donner ce temps-là. Donc peut-être juste pour recommencer, pour partir un peu du départ, pour que les gens fassent un peu connaissance avec toi, est-ce que dans ta carrière de directeur de la photo, tu saurais dire un moment, un tournage, un plan peut-être, qui t'a fait prendre conscience de ce que tu pouvais faire, à quel point il fallait s'emparer de cette partie-là de la prise de vue, optique ou caméra et optique, et que tu pouvais avoir plus d'influence dessus que juste prendre comme ça, comme ce qui était donné? J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les relations entre une société de location et de fabrication de matériel qui était à l'époque Technovision et les directeurs de la photographie. En l'occurrence, à l'époque, c'était Storaro. Donc, j'ai pu, à travers Henri Crositi et Vittorio Storaro, que j'ai rencontrés tous les deux à ce moment-là, j'ai pu explorer cette démarche d'accompagnement d'une société de location et particulièrement au niveau optique. À l'époque, il fallait constituer une série anamorphique en prenant toute une série d'optiques et les tester pour faire une série totalement homogène et pour que tout matche, quoi. Donc Technovision faisait ce travail-là pour préparer les tournages de Storaro. Ça remonte quand même assez loin parce que ce mémoire sur les optiques anamorphiques en particulier, qui n'était pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les optiques Technovision, il y avait quelque chose d'un petit peu bricolage, quoi, quand même dans ce qu'ils faisaient, même si c'était extrêmement professionnel et extrêmement soigné, mais ils essayaient, ils mettaient les lentilles d'un côté, de l'autre. Enfin, il y avait quelque chose de très, de très bricolage. Voilà, je peux pas trouver un autre mot pour le moment. Ça remonte à ça. Donc là, je fais ça pendant mes études. Puis je dois avouer que si je cherche un peu, le déclic pour moi, il pourrait venir sur une série qui s'appelle Tunnel. C'était réalisé par Dominique Moll en Angleterre, parce que c'était une série tournée en Angleterre. Et quand je suis arrivé aux essais, les autres locations m'a proposé toute une série de choses, d'optique, et je devais, pour des questions de production, faire le film en Alexa, et je me suis retrouvé à faire des essais sur 4-5 séries. Alors, je tiens tout de suite à dire que pour moi, les optiques sont liées à la caméra, c'est-à-dire que la même optique sur 2 caméras différentes ne rend pas du tout, pour moi, la même chose. Quand je fais des essais pour préparer un film, quand je commence à avoir une petite idée d'où je veux emmener l'image d'un film et de ce que la réalisatrice ou le réalisateur a aussi en tête, je peux avoir envie d'aller avec telle caméra ou avec telle autre caméra. Et pour moi, c'est pas les optiques dans l'absolu, ni même les caméras dans l'absolu. Je dois aussi préciser que tu es aussi réalisateur, donc tu as une relation à l'histoire et à la mise en scène qui est aussi la tienne propre, quoi. Peut-être que ça change de ton métier de chef opérateur, d'être aussi réalisateur. Est-ce que là, ce que tu nous expliques dans ton processus de test, tu sais, comme un musicien qui lit une partition et qui tout de suite entend la musique dans sa tête, est-ce que ça peut venir aussi simplement, aussi rapidement que ça, d'imaginer un dispositif de prise de vue qui correspondrait à ça? Ou est-ce que c'est plus progressif, il faut y aller par étapes pour trouver la bonne recette, en fait? C'est les deux. C'est les deux, j'ai envie de dire, parce que voilà, je viens de lire un scénario il y a 2 jours pour un projet que peut-être je ferai. C'est un film qui devra avoir un look fort, il y aura beaucoup de nuit et d'extérieur nuit. Je sais que je vais avoir besoin d'une série qui peut être utilisable avec une ouverture assez importante. Je pourrais pas forcément faire tout le film à 4:2 diaph fois 2:8,5. J'ai le sentiment par rapport à ce film-là que j'aurais envie de le faire en anamorphique. Donc déjà, quel type de série peut être utilisé à 2:8 ou même un peu moins. Là, j'ai pas la problématique du poids minimum, mais je pense aussi que c'est un film avec beaucoup de caméras portées. Uniquement au niveau du poids, il y a toute une série d'optiques qui s'excluent parce que ce sera trop lourd, quoi. Donc voilà, déjà rien que là, la lecture, en ayant lu une fois le scénario, il y a des choses qui se mettent un peu en place. J'ai pas encore la recette de ce film-là, mais je sais déjà ce qui va pas marcher. J'ai un projet en mars-avril de l'année prochaine. Je ne sais pas si ce film va se faire, mais bon, j'ai commencé à y réfléchir. Le réalisateur m'a déjà dit qu'il avait très envie de tourner en anamorphique, mais le film est rempli d'effets spéciaux. Donc, c'est pas que c'est incompatible, mais c'est un peu problématique. C'est vrai que j'ai tout de suite pensé au master anamorphique. Ils sont très propres et ils ont très peu d'artefacts, donc ça va bien marcher avec les effets spéciaux, ça va pas les embêter, ça va pas les gêner. Peut-être que ce sera pas ça, mais ce sera en tout cas dans cette direction-là. Je pourrais pas me permettre d'aller sur ce que je viens d'utiliser beaucoup, les Xelmus Apollo ou les choses un peu plus rock'n'roll, je vais dire que moi j'adore, mais qui doivent correspondre à un film. La recette d'un film, la signature d'un film en numérique, elle passe énormément par les optiques. Là, tu me parles d'un scénario que tu viens de lire, donc tu as un peu discuté avec le réalisateur et tu penses déjà à partir en anamorphique. Oui. Sans rentrer dans le détail et sans trahir quoi que ce soit de ce scénario, est-ce que tu saurais dire pourquoi est-ce que tu penses à l'anamorphique ? Il y a quelque chose sur quoi tu mettrais le doigt
Est-ce que c'est le genre? Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est... C'est encore une fois les artefacts, les petits défauts de ces optiques qu'on va aller chercher pour créer le look du film. Évidemment, les défauts ne sont pas des défauts puisque c'est ça qu'on veut, mais malgré tout, ça participe quand même un peu à des défauts. On va beaucoup travailler sur les flares, la manière dont les flares vont se former dans l'optique. L'optique participe aussi à la texture. Or, la texture du film, là, c'est pour moi beaucoup l'identité photographique du film. Est-ce que tu as comme une bibliothèque qui se constitue dans ta tête où tu sais ce que telle combinaison va donner? Ou est-ce qu'il faut, sans arrêt, tu réessayes pour chaque film, tu repars de zéro? Je repars pas de zéro du tout, ça c'est sûr, mais j'essaye quand même de faire des essais pour chaque film. Ne fût-ce que pour, de manière un peu politique, pouvoir impliquer la réalisatrice ou le réalisateur, voire même les producteurs, dans le processus. Les derniers gros essais que j'ai faits, c'était pour Un silence, un film de Joachim Lafosse. Là, j'ai vraiment pu tester 5 séries d'optiques avec 3 caméras différentes sur le décor. T'as fait 15 combinaisons sur le décor. Voilà, donc j'ai fait 5 plans, 15 fois. Et alors on peut en faire 500 des essais si on veut. La page, j'avais une idée derrière la tête. Donc c'est les séries que j'ai choisies, c'était pas, ça avait une cohérence. On s'est retrouvés en projection avec Joachim et les producteurs. Et je fais toujours ces essais-là, entre guillemets, ce que j'appelle à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les infos de la caméra et des optiques. Il y a des lettres et des chiffres. Donc, il y a A1, A2, A3, A4, A5, et puis B1, B2, etc. C'était absolument indiscutable. Tout le monde était sur la même lettre et le même chiffre. C'est ça le look du film. Tu fais des looks marqués qui sont là dès le départ, donc il faut que les gens s'engagent avec toi, quoi. Exactement. Tu signes le papier, quoi. Sauf que pour m'autoriser à avoir des looks aussi marqués et de faire une image qui est forte, entre guillemets, ça doit se faire... en bonne compréhension et en bonne entente et de choisir ensemble. Par curiosité pour l'anecdote, est-ce que la série qui faisait l'unanimité, c'était celle qui te semblait la convenir le mieux? Ah oui, tout à fait. C'était celle que moi, mais ça me semblait évident et ça a semblé évident à tout le monde. Et avant que je parle, ce à quoi je voulais en venir, c'est aussi que sur ces essais avec Lafosse, évidemment, moi j'ai testé 5 séries d'optiques. Donc, je repars pas de zéro parce que là, demain, je dois faire un autre film. Je repense à ça. Il y a peut-être une des 5 séries en question où je me dis, tiens, ça, c'était pas mal. Peut-être que pour ce film-là, c'est très adapté. J'ai déjà en tête toute une série de choses, toute une série de paramètres qui font que je vais pas tester 20 séries d'optiques. Je vais en tester 2, 3, 4, 5 parfois. C'est très ressenti, ces choses-là. C'est pas tout à fait explicable ou c'est pas mathématique. Donc, il faut montrer et qu'on puisse parler de quelque chose de concret. On peut espérer que les réalisateurs et réalisatrices aient envie d'image, donc qu'ils aient l'œil qui s'intéresse à ça. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Non, mais de leur montrer des images, ça les appliquera de toute façon. Au pire, ils diront, bon, choisis ce que tu veux, mais ça va les appliquer. Donc dans l'idéal, tu essaies d'aller sur un décor qui sera celui du film et puis de faire un plan qui pourrait être dans le film. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas toujours possible, ça. Non, c'est vrai, mais le film de Daniel Auteuil, le film là, qui est en salle pour le moment, j'ai pas pu faire d'essais sur le décor, mais j'ai fait des essais à la maison de location. Donc, je pense à tous les gens qui regardent et qui sont en train de doucement rigoler, en se disant oui, qui est-ce tout le monde n'a pas les moyens d'aller sur le décor ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu dois inventer comme test pour être pertinent quand tu montres à ton réalisateur ou à ta réalisatrice, tu vois, c'est vraiment... Tout le monde peut faire un plan dans un intérieur voiture chez un loueur. On a dans tous les films des plans intérieur voiture, jour ou nuit. Ce que je veux dire, c'est que si on cherche un peu, on va bien trouver une séquence qui soit possiblement retransposable sans trop de moyens, sans même de moyens. À quel point est-ce que ça t'arrive ou ça vous arrive, toi et ton équipe et les réals avec qui tu travailles, de penser à l'effet que va avoir vos images sur le public, le look de l'image sur le public? Est-ce que le public existe dans votre réflexion? Il existe grandement dans ma réflexion, en tout cas, et dans les échanges qu'on a, bien sûr. Forcément, je parle de mon actualité et je reviens un peu tout le temps là-dessus, mais le look du film de Daniel est un look assez fort. Je me suis vraiment dit, est-ce qu'on n'y va pas un peu fort? Et est-ce que le spectateur lambda ne risque pas d'être dérouté par ça? Je mets des choses dans l'ombre, je me demande, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que le spectateur va imaginer mieux que si j'avais montré? Ça m'empêche rarement d'oser des choses, mais j'y pense. Le fait d'avoir poussé les curseurs un peu loin en termes de texture, mais de couleur et
de filmage emmène le spectateur quelque part. Un traitement plus naturaliste, plus réaliste, je pense, aurait rendu le film plus difficile à voir. Et ce propos filmique comme ça, assez coloré, assez audacieux, fabrique quelque chose avec le film qui fonctionne mieux, me semble-t-il. Il y a un décor de tribunal où il y a un cercle de tubes néons dans le tribunal. J'ai fait remplacer les tubes, évidemment, par des tubes Astera, Titan, pour maîtriser leur puissance et leur couleur. Il y a toute une série de séquences qui sont en jour, les tubes sont cyan. Et puis, il y a 2 séquences en nuit, les tubes sont orange, quoi. Personne ne le voit, mais ça amène comme ça une espèce de décalage avec la réalité qui, à mon sens, sert le film. Tu disais que toi, le moment où tu fabriques le film, c'est vraiment en tournage, donc la phase d'étalonnage qui arrive beaucoup plus tard. À quel point est-ce que tu reviens sur la texture du film à ce moment-là ? De moins en moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit avec l'Alexa 35 qui permet de texturer à la prise de vue, soit avec des outils comme Filmbox, les rushs sont texturés. J'essaye aussi d'avoir une image la plus aboutie possible dès le tournage, parce que c'est l'image qui va au montage. Et les réalisatrices, les réalisateurs vont vivre avec cette image pendant 3 mois, 4 mois, et vont monter cette image. Donc, je suis intimement persuadé qu'une image moins aboutie, ça peut avoir même une incidence sur le montage. En tout cas, ça va être un problème d'étalonnage. S'il n'y a pas une démarche qui a déjà été faite à la prise de vue, et que donc cette image est au montage, c'est très compliqué d'y arriver après, parce que la réalisatrice, le réalisateur, c'est complètement habitué à son image, et c'est très humain. Quand je me suis retrouvé en salle d'étalonnage sur le film que j'ai réalisé, les 3 premiers jours ont été compliqués. J'étais quand même un peu calé sur mon image du montage, et mon collaborateur avec qui j'étalonne très régulièrement, Richard Dezy, me disait, écoute, faut que tu te nettoies l'œil, quoi. Il faut que tu arrives à faire cet exercice d'un peu oublier ce que tu avais au montage. C'est une des raisons qui fait que j'essaye d'aller le plus loin possible au tournage. Dans Filmbox, tu vas jouer principalement sur la texture du grain, c'est ça, surtout Il y a différents paramètres qui vont venir jouer sur cette texture. L'idéal pour moi, c'est de créer un look avant le film, donc une lutte ou 2 luttes, voilà, qui va vraiment être le look du film. Mais ça ne marche que si j'ai accès soit à un étalonnage de rush, soit à un DIT. Parce que ce look, s'il est un peu poussé, ne pourra pas au jour le jour à chaque fois fonctionner. Pendant la journée, le DIT adapte légèrement ce look aux séquences de la journée. Et le soir, je passe voir et je lui dis ce que j'en pense, quoi. Mais le film que je viens de terminer, je n'avais ni DIT ni étalonnage de rush. C'était en Alexa 35. J'ai un peu ressorti toutes les luttes que j'avais faites déjà en Alexa 35. On les a toutes mis dans la caméra. Et c'est vrai que j'ai jonglé avec ça. J'avais une dizaine de luttes, du coup. C'est pas hyper confortable. C'est vrai que, voilà, le DIT, ça a un coût. Mais en vrai, quand on fait bien tous les calculs, on se rend compte qu'on peut faire des vases communicants pour que ça soit pas un coût si important que ça, voire pas important du tout. Sur le dernier film de Joachim Lafosse qui s'appelle L'Azur, qu'on a tourné au printemps, je pensais vraiment qu'un DIT était important. Et il y avait une prévision de 3 semaines d'étalonnage. Moi, j'ai dit, écoutez, on va prendre 2 semaines d'étalonnage. Et puis, cette semaine-là, vous allez l'économiser, on va la réinjecter dans le DIT. La photo, c'est pas que créer la lumière, ou c'est plein de choses. C'est une gestion d'équipe, une gestion de relations avec les différents collaborateurs, collaboratrices qu'on a. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et ça fait partie de ça. Il y a une part de relations de politique et de gérer un groupe et une dynamique, un esprit commun, quoi. Tout en connaissant ce que chacun fait. Voilà. Bien sûr, il y a toujours des vases communicants à trouver. Il y a toujours une manière de dire, ok, on va investir un peu là. L'argent qu'on a pour un film n'augmente pas. On sait à un moment donné ce qu'on a. Moi, je sais à peu près ce qu'il y a dans l'enveloppe pour l'image. Je repense à ce film dont je parlais juste avant sur la caméra. En fait, je savais déjà à peu près que ce film allait se faire à l'épaule. Donc là aussi, à un moment, je dis, écoute, tu sais, en fait, en machinerie, tu as sûrement une enveloppe un peu plus grosse que ce qu'on va vraiment avoir besoin à la fin. Donc, tu vas pouvoir récupérer celui-là pour réinjecter de l'autre côté. Ça doit se faire en bonne entente. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on a en tête, quoi. Le rapport que tu as au quotidien, aux images dont on est entouré sans arrêt, tout le temps. Je me demandais si toi, tu avais une manière de cultiver ton imagination, par exemple. Est-ce que tu vas au musée? Est-ce que tu regardes les films des autres? Est-ce que tu regardes les vieux films? Je fais évidemment tout ça. Je me préserve un tout petit peu des images des réseaux,
On a une télé chez nous, mais on n'a pas la télé, entre guillemets, donc on n'a pas accès à la publicité. On ne voit pas de pub chez nous du tout. Mais c'est exactement ce que tu dis. Là, donc, je viens de terminer un film. J'ai enchaîné 2 films d'affilée, donc j'ai quasiment travaillé depuis le début de l'année. Là, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter pour probablement physiquement aussi me remettre un tout petit peu en forme parce que c'est quand même des tournages éprouvants, mais aussi pour me nourrir l'esprit, me nourrir un petit peu la créativité. Si il y a une part de créativité dans notre travail, c'est évident. C'est un métier technico-artistique ou artistico-technique, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je sens que voilà, en ayant enchaîné plusieurs tournages assez proches, j'ai besoin d'aller voir des films, d'aller voir une pièce, d'aller manger au restaurant. Sinon, je vais répéter en permanence ce que je fais déjà. Donc, pour aller chercher autre chose, il faut que je me nourrisse et il faut des périodes comme ça où on va explorer. Et c'est très vrai tout le temps. Tout le temps. Ouais, c'est ça, ouais.